J'ai signé mon nom sur la dernière ligne pointillée, avec une finalité qui aurait dû me sembler libératrice. Au lieu de cela, je me suis sentie vide. Ma main tremblait légèrement en posant le stylo, regardant l'avocat glisser les papiers dans une chemise en papier craft. 3 ans de mariage avec Nathan, une signature en moins. Tout est dit, Madame Bell. Je dis bien Madame Bell. Se corrigea l'avocat, sa sympathie semblant sincère, mais exercée. Elena va bien, dis-je en me levant du fauteuil en cuir devenu inconfortable pendant l'heure de paperasse. Oklahoma City s'étendait à travers les baies vitrées. Indifférente à mon apocalypse personnel, il y a 2 mois, je suis rentrée tôt d'une conférence et j'ai trouvé Nathan au lit avec sa secrétaire. Le cliché était presque plus douloureux que la trahison. Presque. La descente en ascenseur de 30 étages m'a laissé trop de temps pour réfléchir. Mes cheveux bruns semblaient défaits dans les miroirs des murs et mes yeux verts avaient perdu leur éclat habituel. À 35 ans, je prenais un nouveau départ. La chaleur d'octobre m'a frappé comme un mur. En sortant, j'ai desserré le bouton du haut de mon chemisier et j'ai marché 3 pâtés de maison jusqu'à Whiskey Down. Le bar où j'avais célébré mes fiançailles semblait approprié pour marquer sa fin là aussi. Du bourbon pur, dis-je au barman en me glissant sur un tabouret. 2 verres dans un homme en costume coûteux assis à côté de moi. Une belle femme buvant seule. Ça devait être mon soir de chance. Je n'ai même pas levé les yeux, pas intéressée. Allez, ma chérie, ton verre est vide, laisse-moi faire. J'ai dit non. Ma voix était si tranchante que le barman a jeté un coup d'œil dans notre direction. L'homme a levé les mains et a fait semblant de se rendre. J'essayais juste d'être amicale, et c'est ailleurs. Il a marmonné quelque chose de peu flatteur et est passé à autre chose. 2 autres hommes ont tenté des approches similaires au cours de l'heure suivante. À mon 4e bourbon, la pièce avait pris une tournure agréable et je ne me souciais plus de Nathan, du divorce ou des regards compatissants du barman. Je crois que tu en as assez, a dit une voix à côté de moi. Femme basse. Avec une pointe d'amusement, je me suis retournée, prêt à exprimer un autre refus, mais je me suis retrouvée face aux yeux les plus bleus que j'ai jamais vus. La femme avait une 30aine d'années, des cheveux blonds soleil tombant en vagues sur ses épaules. Est-ce que je te connais ? Ai-je demandé en plissant les yeux. Cassandra Miller, j'ai emménagé en 4 milliards la semaine dernière. Tu es en 4A. La reconnaissance s'est faite lentement. L'enseignante, coordinatrice des secours en fait. Elle a souri. Et tu es une voisine très ivre. J'ai essayé de me lever et de lui prouver qu'elle avait tort, mais mon talon s'est accroché au tabouret du bar, me faisant trébucher. Cassandra m'a attrapé le coude avec une force surprenante, me confirmant mes dires. Elle a dit, pas méchamment, allez. Elena, laisse-moi te ramener chez toi. Comment as-tu su mon nom ? J'avais la langue un peu dure. Ton courrier était mélangé au mien hier. Je t'ai reconnu grâce à la photo de ton permis de conduire. Elle a payé ma note, malgré mes protestations murmurées, et m'a guidée dehors jusqu'à sa voiture, une Subaru bleu raisonnable. L'air de la nuit m'a un peu éclairci les idées. J'ai finalisé mon divorce aujourd'hui, ai-je dit tandis qu'elle m'aidait à boucler ma ceinture de sécurité. Je l'ai trouvée dans notre lit avec sa secrétaire. Zut. Cassandra a simplement dit, c'est dur. Les hommes sont tous pareils. J'ai appuyé ma tête contre la vitre fraîche, te profitant de toi en attendant mieux. Cassandra n'a pas répondu, a juste parcouru la courte distance jusqu'à notre immeuble. Elle m'a aidé à monter les escaliers, un bras autour de ma taille. Son parfum sentait les agrumes et quelque chose d'autre que je ne pouvais pas identifier devant ma porte. Je tâtonnais avec les clés jusqu'à ce qu'elle me les prenne doucement des mains et ouvre la porte. Tout ira bien, demanda-t-elle en s'attardant sur le seuil. Ça ira mieux, avouai-je. Ça a été mieux, avoua-t-elle. Mais je survivrai. C'est l'esprit. Un sourire de Cassandra illumina tout son visage. Nous, les survivants, devons nous serrer les coudes. Quelque chose dans sa façon de dire les choses me fit réfléchir, mais mon cerveau, ivre, ne parvenait pas à les assimiler davantage. Merci pour le secours, dis-je, quand tu voudras, voisin. Elle recula dans le couloir. C'est mon métier.
En fermant la porte, je la surpris à me regarder avec une expression que je ne parvins pas à déchiffrer, quelque chose de protecteur, mais aussi autre chose. Quelque chose qui, dans mon état d'ivresse, me fit frissonner de surprise. 2 semaines après avoir prononcé mon divorce, je me tenais devant le siège des services d'urgence d'Oklahoma City, CV à la main et détermination au cœur. La gueule de bois de cette nuit à Whiskey Down s'était estompée, mais la gêne d'avoir été ramenée chez moi par mon nouveau voisin persistait. La réceptionniste m'a indiqué le 3e étage. On vous attend, mademoiselle Bell. La salle d'entretien était vide, une table, 4 chaises et un homme qui s'est présenté comme le directeur Chamiller. Votre CV est impressionnant, a-t-il dit en parcourant le document. Une transition de responsable marketing vers les services d'urgence est inhabituelle. J'ai redressé mon blazer bleu marine. J'ai besoin de changement, de quelque chose de significatif. La porte s'est ouverte et mon estomac s'est noué. Cassandra Miller est entrée, presse-papier à la main, les cheveux blonds tirés en queue de cheval professionnelle. Désolée, je suis en retard, a-t-elle dit, puis s'est figée un instant en me voyant. Oh, rebonjour. Vous vous connaissez, a demandé le directeur Miller. Nous sommes voisins, ai-je dit rapidement. Cassandra s'est doucement remise. Mademoiselle Bell a eu une nuit difficile. Quand je l'ai rencontrée, elle semblait avoir besoin d'une amie. Le directeur hocha la tête. Eh bien, Cassandra est notre coordinatrice terrain. Elle serait votre supérieure directe si vous rejoignez la communication. Je ne m'attendais pas à une telle complication. J'ai choisi les services d'urgence sur un coup de tête, quelque chose de complètement différent de ma carrière en marketing, quelque chose qui m'occuperait trop pour m'attarder sur la trahison de Nathan. L'entretien se déroula professionnellement, mais je surprenais sans cesse Cassandra me regardant avec la même expression indéchiffrable depuis ma porte. Lorsque le directeur Miller sortit pour prendre un appel, nous restâmes dans un silence gêné. Vous n'avez pas mentionné que vous travailliez ici, dis-je. Vous n'avez rien demandé. Son sourire était doux. Comment vous sentez-vous après cette nuit-là ? Gêné, je baissai les yeux vers mes mains. Merci encore de m'avoir aidé à rentrer. Pas besoin de remerciements. Elle se pencha en avant. Nous avons tous eu nos nuits noires. Le directeur Miller revint et à la fin de l'entretien, on m'avait proposé le poste de spécialiste en communication pour l'équipe d'intervention d'urgence. À partir de lundi, ma première semaine fut un tourbillon de procédures de formation et d'apprentissage des systèmes de répartition. Cassandra gardait une distance professionnelle, mais je la surprenais à me jeter des coups d'œil à travers la salle des opérations. Vendredi, elle s'est approchée de mon bureau alors que je m'apprêtais à partir. Tu comprends vite, a-t-elle dit en se perchant sur le bord de mon bureau. Merci, c'est un travail intéressant, a-t-elle fait tournoyer un stylo entre ses doigts. Certains d'entre nous prennent un verre chez Sivois. Tu veux nous rejoindre ? J'ai hésité, me souvenant de ma dernière expérience arrosée. Je ne connais pas un seul verre. Tu devrais rencontrer l'équipe en personne. J'ai accepté à contre-cœur. Au Sivois, un bar branché du centre-ville, Cassandra m'a présenté à des collègues dont j'avais déjà oublié les noms quand nous nous sommes assis. Elle a commandé un gin tonic. J'ai joué la sécurité avec du soda. Pas d'alcool ce soir, a-t-elle demandé, en faisant une pause après mon impressionnante performance de la dernière fois. Elle a ri, le son était chaleureux et sincère. C'est normal. Alors que mes collègues se lançaient dans des conversations séparées, Cassandra s'est rapprochée. Alors, qu'est-ce qui t'a vraiment amené ici ? Les services d'urgence. J'avais besoin de quelque chose de nouveau. J'ai siroté mon soda. Ma vie entière a implosé. Je comprends ça, a-t-elle dit. Ma vie a pris un tournant similaire il y a 3 ans. Son regard a soutenu le mien un instant de trop, me provoquant un nœud dans l'estomac inattendu. J'ai rompu le contact, perplexe face à ma réaction. Au cours des semaines suivantes, la présence de Cassandra est devenue constante. C'était une excellente coordinatrice, calme sous la pression, respectée par l'équipe. Elle était aussi attentionnée envers moi de manière subtile, un café sur mon bureau, de l'aide pour les procédures difficiles, un sourire toujours présent. Quand nos regards se sont croisés de l'autre côté de la pièce.
Un soir, alors que nous travaillions tard à surveiller un système orageux, elle m'a apporté un dîner de mon restaurant thaïlandais préféré. Comment le savais-tu? J'aime le pad thaï, ai-je demandé. Je suis attentive, Elena. Ses doigts ont effleuré les miens lorsqu'elle m'a tendu le récipient. Ce contact m'a fait sursauter. Au fil des semaines, je ne pouvais plus ignorer cette attention. Les regards persistants, les petits contacts qui semblaient accidentels mais qui se produisaient trop fréquemment. La façon dont elle trouvait des raisons de se trouver près de mon poste, Elena. La voix d'un collègue m'a tiré de mes pensées. Le directeur veut une mise à jour du plan de com. Communication sur la tempête. Alors que je me dirigeais vers le bureau du directeur, Cassandra m'a intercepté dans le couloir. Dîner chez moi ce soir, demanda-t-elle nonchalamment. Je fais des lasagnes à tomber. J'hésitais, remarquant l'espoir dans ses yeux bleus. Je devrais probablement rattraper mon retard sur la paperasse. La déception se lisait sur son visage une autre fois. Puis, ce soir-là, seule dans mon appartement, je me suis retrouvée à fixer le mur séparant nos appartements. Pourquoi avais-je décliné? Pourquoi son invitation me faisait-elle battre le cœur et pourquoi ne pouvais-je m'empêcher de penser à la façon dont ses yeux se plissaient lorsqu'elle me souriait? Ce n'étaient pas des questions auxquelles je me sentais prêt à répondre. Mais arriva avec la célèbre saison des tempêtes de l'Oklahoma. Le centre d'opération bourdonnait d'une activité accrue tandis que les météorologues suivaient un système massif se dirigeant vers l'État. Je travaillais avec l'équipe d'intervention d'urgence depuis 3 mois maintenant, s'installant dans un rythme qui semblait étonnamment naturel, un front venant de l'ouest. Le directeur Miller annonça lors du point de presse du matin, risque de tornade F3 ou plus. Toutes les équipes sont prêtes. J'ai jeté un coup d'œil à Cassandra. De l'autre côté de la pièce. Elle était devenue une présence constante dans ma journée de travail. Professionnelle mais attentionnée, nous étions tombés d'accord, malgré mon malaise occasionnel face à la façon dont son regard s'attardait. Ou peut-être à cause de cela. Dans l'après-midi, le ciel s'était assombri d'un noir verdâtre inquiétant. L'atmosphère au centre d'opération était tendue, les montres se transformant en alerte. Atterrissage confirmé. Le météorologue a annoncé une tornade de force 3 au sol, se déplaçant vers le nord-est en direction de Hara et Chacto. La voix du directeur Miller a coupé le brouhaha. Envoyez des équipes sur la trajectoire prévue. Cassandra, prenez Elena et dirigez-vous vers l'est. Bon, besoin de communication sur place. Mon estomac se serra. Ce serait mon premier déploiement sur le terrain. Et avec Cassandra, prête pour ça? Demanda-t-elle en me lançant un lourd gilet de sauvetage, comme je le serai toujours. Répondis-je en essayant de cacher ma nervosité. Nous avons chargé le matériel dans l'un des SUV robustes du département et avons pris la direction de l'est. La pluie s'est mise à tambouriner sur le pare-brise tandis que Cassandra naviguait dans une circulation de plus en plus dense. Première règle, dit-elle, les yeux fixés sur la route, nous assurons notre sécurité pour aider les autres, pas d'héroïsme. La radio crépitait, annonçant des dégâts considérables. Arrivés aux abords de Hara, nous avons croisé la trajectoire de la tornade, des maisons aux toits arrachés, des arbres déracinés, des lignes électriques coupées. Cassandra s'est garée au poste de commandement désigné. Reste près de moi, m'a-t-elle ordonné en me serrant brièvement la main. Ce geste m'a calmé. Les heures suivantes ont viré au chaos. J'ai établi la communication avec le quartier général pendant que Cassandra coordonnait les équipes de recherche et de sauvetage. La pluie continuait sans relâche à la tombée de la nuit, compliquant les opérations de secours. Une famille coincée au sous-sol. Un appel radio est arrivé, structure instable. Cassandra a pris son équipement et m'a accompagnée. J'ai hoché la tête, le cœur battant, tandis que nous naviguions dans les rues jonchées de débris. La maison était partiellement effondrée, son 2e étage penchait dangereusement. Intervention d'urgence en Oklahoma. Cassandra a appelé en descendant l'escalier exposé du sous-sol. Nous sommes là pour vous aider. Une famille de 4 personnes, blottie en bas, les parents serrant dans leurs bras 2 enfants terrifiés. Le père avait une profonde entaille à la jambe. Les escaliers ne sont pas sûrs, a estimé Cassandra. Nous allons devoir créer une nouvelle sortie.
Ensemble, nous avons travaillé avec l'équipe de secours pour dégager les débris et créer un passage sûr. J'ai tenu la main de la mère pendant qu'elle sortait, puis j'ai pris le plus jeune enfant de ses bras. Merci, a-t-elle murmuré, les larmes mêlées à l'eau de pluie sur son visage. À minuit, nous avions aidé à évacuer 3 quartiers et installer un abri au lycée local. L'épuisement me pesait tandis que je distribuais des couvertures et coordonnais les actions avec les organisations humanitaires. « Tu es une personne douée », dit Cassandra en apparaissant à côté de moi avec 2 tasses fumantes. Du café, noir comme la nuit. Nos doigts se frôlèrent lorsque je pris la tasse. Merci, je n'ai jamais été aussi fatiguée ni aussi vivante. Elle sourit, la pluie ruisselant de ses cheveux blonds. C'est pour ça qu'on fait ça. Faire la différence, ça fait du bien. Nous avons travaillé toute la nuit, nous arrachant des moments de repos quand c'était possible. Vers l'aube, alors que la tempête se dissipait enfin, nous nous sommes retrouvés seuls dans le véhicule de commandement à mettre à jour les rapports de situation. Ta main, dit soudain Cassandra en attrapant ma paume droite. Je baissai les yeux, surpris de voir une coupure irrégulière sur ma paume, probablement due au déblayage des débris. L'adrénaline avait masqué la douleur. Ce n'est rien, dis-je. Pas rien. Elle sortit une trousse de premier secours de sous le siège. Son toucher était doux tandis qu'elle nettoyait la plaie. Son visage s'est rapproché du mien tandis qu'elle se concentrait sur sa tâche. Ça pourrait piquer, prévint-elle en appliquant un antiseptique. Je grimaçai, lui agrippant instinctivement le bras. Nos regards se croisèrent et quelque chose changea dans l'air entre nous. Son regard se posa sur mes lèvres, puis revint à mes yeux, cherchant la permission pour quelque chose qu'aucun de nous n'avait reconnu. Lentement, elle se pencha et pressa ses lèvres contre les miennes. Le baiser était doux, interrogeant ses mains qui berçaient encore les miennes. L'espace d'un instant, essoufflé, je répondis, ma main libre trouva ses cheveux mouillés par la pluie. Puis la réalité me frappa de plein fouet. Je m'écartai, le cœur battant. Je n'aurais pas dû faire ça. Cassandra dit doucement, je suis désolée. Non, c'est. J'eus du mal à trouver les mots, je suis juste perdue. Je sais. Elle finit de me bander la main. Professionnelle à nouveau. On devrait se remettre au travail. Alors que le soleil se levait sur le paysage dévasté, nous rejoignîmes les secours. L'instant dans le véhicule suspendu entre nous, insouciant mais indéniable. Je me suis investie dans l'aide aux victimes, essayant d'ignorer le picotement de son baiser sur mes lèvres et le désir, malgré ma confusion, d'une part de moi de le ressentir à nouveau. 2 semaines après la tornade, j'étais passé maître dans l'art d'éviter Cassandra. Je me portais volontaire pour les tâches administratives lorsqu'elle partait sur le terrain. Je déjeunais quand elle était en réunion. J'ai même commencé à utiliser les escaliers plutôt que l'ascenseur dans notre immeuble. Ce baiser me hantait, non pas parce qu'il était désagréable, bien au contraire, mais parce qu'il me donnait l'impression d'être vivante, vue, des choses que Nathan ne m'avait pas fait ressentir depuis des années. Tu te caches, m'a dit mon amie Abigail, en buvant un verre dans un nouveau bar que j'avais choisi précisément parce que les secours n'y allaient jamais. Je suis en train de digérer, ai-je corrigé en faisant tourner mon vin. Abigail a haussé un sourcil. D'après ce que tu m'as dit, cette Cassandra a l'air charmante. C'est une femme. Et Abigail a haussé les épaules. Tu es divorcée, pas morte. Il est peut-être temps d'explorer. J'ai changé de sujet, mais ces mots ont persisté. Cette nuit-là, en parcourant les applications de rencontres au lit, j'ai créé un profil. En quelques heures, j'ai eu des correspondances, que des hommes. J'ai choisi Jacques Perry, 40 ans, conseiller financier au regard bienveillant et au travail stable. Notre premier rendez-vous a été plutôt agréable, dîner dans un steakhouse, conversation polie sur nos carrières, un baiser suivi, bonne nuit. Rien à voir avec le choc que j'avais ressenti dans ce véhicule de commandement. Avec Cassandra. J'ai quand même accepté un 2e rendez-vous, et un 3e. Je vois quelqu'un, ai-je annoncé avec désinvolture lorsque Cassandra et moi nous sommes inévitablement retrouvés seuls dans la salle de pause un après-midi. Elle a levé les yeux de son café, l'air soigneusement neutre. C'est génial. Qui est l'heureux élu? Jacques, conseiller financier. On s'est rencontrés en ligne. Ça a l'air parfait.
Son sourire n'a pas atteint ses yeux. Tu mérites quelqu'un de bien. Avant que je puisse répondre, son téléphone a vibré. Je dois y aller. Prends soin de toi, Elena. La simplicité avec laquelle elle prononça mon nom, comme une caresse, me suivit jusqu'à mon bureau. Ce week-end-là, Jacques m'emmena à un gala de charité. Il était beau dans son costume, attentif lorsqu'il me présenta à ses collègues, un parfait gentleman. Pourtant, je me surpris à consulter ma montre, comptant les minutes jusqu'à mon retour. « Tout va bien ?» demanda-t-il pendant que nous dansions. Juste fatigué. Je m'allongeai sur le seuil de ma porte. Il se pencha pour m'embrasser pour me souhaiter bonne nuit. Je me retournai pour que ses lèvres se posent sur ma joue. J'ai passé un bon moment. Je dis ces mots creux. Son sourire se crispa. Et toi ? Parce que j'ai l'impression que tu es ailleurs ce soir. Je n'avais pas de réponse. Après son départ, je m'assis sur mon canapé, les yeux rivés sur le mur qui séparait mon appartement de celui de Cassandra, me demandant si elle était là, ce qu'elle faisait, avec qui elle était. Le lendemain matin, un petit paquet m'attendait devant ma porte, une rose miniature en pot avec un mot, je pensais que ton appartement aurait besoin d'un peu de couleur. Pas de pression, juste un cadeau. Ce n'était pas la première fois. Depuis la tornade, de petits cadeaux étaient apparus, un livre sur les conditions météorologiques de l'Oklahoma, mon café préféré, une balle anti-stress. J'avais l'habitude de rendre mes rapports budgétaires, tous attentionnés, tous simples. J'ai posé la rose sur le rebord de la fenêtre de ma cuisine et je l'ai contemplée toute la journée, tout en nettoyant mon appartement, essayant de ne pas penser à la femme qui me l'avait offerte. Mon téléphone a sonné ce soir-là. Jacques m'invitait à dîner le lendemain soir. J'ai accepté par obligation. Le rendez-vous a été un désastre dès le départ. Jacques a passé 40 minutes à discuter de son portefeuille d'investissement. Lorsqu'il m'a enfin demandé comment s'était passée ma journée, il a interrompu ma réponse pour saluer un client de l'autre côté du restaurant. « Tu sais », a-t-il dit en reportant son attention sur moi, « tu es une sacrée affaire, un beau métier, intelligent et stable. Ma mère va t'adorer. » J'ai failli m'étouffer avec mon vin. Ta mère ? Enfin, pas encore, mais je me dis qu'on a quelque chose de concret à te proposer. Elena, sa main couvrit la mienne sur la table et je me sentais piégée. Excusez-moi, marmonnai-je en m'enfuyant vers la salle de bain. Dans la cabine, je m'appuyai contre la porte, luttant contre la panique. C'était ce que j'étais censée désirer, un homme séduisant et accompli qui s'intéresse à moi. Alors pourquoi cela me semblait-il si mal ? Je retournai à table, déterminée à être présente, mais la soirée se dégrada encore. Jacques commanda pour moi sans me demander ce que je voulais. Il me rectifia sur un film dont nous avions parlé. Au dessert, je calculais le chemin le plus rapide pour m'échapper. Dehors, il essaya de m'embrasser à nouveau. Cette fois, je reculai. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il. « Y a-t-il quelqu'un d'autre ?» Le visage de Cassandra me traversa l'esprit. « Non, c'est juste que, je ne ressens pas ça, Jacques, je suis désolée. » Sa mâchoire se serra. « Tant pis, tant pis. » Je regardai sa voiture s'éloigner, puis marchai six pâtés de maison dans la direction opposée de mon appartement. La nuit était claire, les étoiles à peine visibles à travers les lumières d'Oklahoma City. Je me suis retrouvée dans un petit parc, assise sur un banc, les larmes finissant par couler. Mon téléphone a vibré, un message m'a contacté, observation des étoiles ce soir. Lève les yeux, regarde. J'ai levé les yeux et j'ai vu Cassandra s'approcher, les mains dans les poches de sa veste. Comment savais-tu où j'étais ? Ai-je demandé. Je ne savais pas. J'habite près d'ici. Je t'ai vu de ma fenêtre. Elle s'est assise à côté de moi, sans vraiment se toucher. Mauvaise nuit, rendez-vous horrible. Je me suis essuyé les yeux. J'ai tant essayé d'être normale. Normale, c'est surfait. Elle a levé les yeux vers les étoiles, subjective aussi. Nous sommes restés assis en silence un moment avant que je murmure, « Je suis perdue. » Je sais. Ses doigts ont trouvé les miens, sur le banc entre nous. J'y suis allée. Sous les étoiles clairsemées, je me suis tournée vers elle.
Ses yeux bleus reflétaient le clair de lune, patient et compréhensif. Je me suis penchée en avant, le cœur battant, et j'ai pressé mes lèvres contre les siennes. Cette fois, je ne me suis pas éloignée. 3 semaines après le baiser du parc, la vie avait pris une tournure onirique. Cassandra et moi gardions notre relation privée au travail, mais nous passions presque toutes nos soirées ensemble, soirée cinéma sur son canapé, préparation du dîner dans ma cuisine, longue promenade en ville. À l'approche de l'été, chaque baiser semblait plus naturel que le précédent, chaque contact plus sûr. Tu es différent. Dernièrement, commentait le réalisateur Miller lors de notre revue mensuelle, plus confiant. J'ai souri. Je me sens plus à l'aise ici, comme si j'avais trouvé ma place. Ce soir-là, Cassandra et moi nous sommes blottis sur son canapé pour regarder un documentaire sur les chasseurs d'orage. Ses doigts ont tracé des motifs sur mon bras tandis que je m'appuyais contre son épaule. Elena Bell, murmura-t-elle dans mes cheveux. Qui aurait cru que la femme ivre que j'avais ramenée chez elle deviendrait comme ça? J'ai ri en me tournant vers elle. Certainement pas la femme ivre. La nouvelle a interrompu notre moment. Nous nous sommes redressés tous les deux en lisant le titre. Le suspect du braquage de banque d'Oklahoma City a été identifié. Les images de sécurité granuleuses montraient une femme aux cheveux bruns et à la silhouette remarquablement similaire à la mienne. Lorsqu'ils ont montré un portrait robot du suspect, mon sang s'est glacé. Ça me ressemble, murmurai-je. Cassandra se pencha en avant, fronçant les sourcils, c'est vrai. Étrange coïncidence, poursuivit la journaliste. La police recherche cette femme en lien avec le braquage à main armée d'hier à la First National Bank, en centre-ville. Toute personne disposant d'informations est priée de contacter immédiatement les autorités. Ravi que vous ayez été au travail hier, dit Cassandra en m'embrassant sur la tempe. Alibi parfait. J'essayai d'en rire, mais quelque chose me troubla dans cette ressemblance. Le lendemain matin, je me servais du café lorsque mon téléphone vibra avec une alerte info. La même histoire, mais le portrait robot avait été remplacé par une photo floue. Ma tasse me glissa des mains et se brisa sur le sol de la cuisine. Cette femme aurait pu être ma jumelle. Au travail, je sentis des regards braqués sur moi. Une collègue m'observa pendant que je vérifiais le matériel. La réceptionniste fit une pause lorsque je passais devant son bureau. J'étais en train d'enregistrer les protocoles de communication lorsque le directeur Miller apparut à mon poste. L'air grave, Elena, pourriez-vous me rejoindre dans mon bureau? Cassandra leva les yeux de l'autre côté de la pièce, l'inquiétude limpide dans ses yeux. J'ai suivi le directeur, le cœur battant. 2 policiers attendaient à l'intérieur. Madame Bell, le plus âgé a commencé, où étiez-vous hier entre 14h et 15h? Ici, ai-je dit machinalement. J'étais de service. Le directeur Miller s'est éclairci la gorge. En fait, Elena, vous êtes partie tôt. Vous aviez rendez-vous chez le dentiste. J'ai eu un pincement au cœur. J'avais oublié de partir à midi pour un détartrage. Oui, j'étais chez Perfect Smile Dental sur Broadway. Vous pouvez vérifier. Le plus jeune a pris note. Eh bien, vérifiez. En attendant, pourriez-vous nous parler de vos proches dans le quartier, en particulier de ceux qui vous ressemblent? Je n'ai pas de famille ici, ai-je dit. Mes parents sont décédés et je suis enfant unique. L'interrogatoire a duré 20 minutes. Ils ont semblé sceptiques, mais ont fini par partir, après m'avoir averti de ne pas quitter la ville. Le directeur Miller a posé une main sur mon épaule. Je suis sûre que ça va s'éclaircir, mais son regard était empreint de doute. Tout au long de la journée, les nouvelles se sont multipliées. Le suspect du vol avait tiré sur un agent de sécurité qui était toujours dans un état critique. La récompense pour toute information avait doublé, d'une manière ou d'une autre, les images de sécurité granuleuses avaient été retouchées pour montrer une femme qui me ressemblait trait pour trait. Le soir, les journalistes s'étaient rassemblés devant le bâtiment des urgences. Quelqu'un avait divulgué mon nom. Cassandra m'a trouvé caché dans le local technique. C'est grave, a-t-elle dit sans préambule. Ils disent que votre cabinet dentaire n'a aucune trace de votre rendez-vous. Quoi, ai-je haleté. C'est impossible. J'y étais. La réceptionniste prétend n'avoir jamais entendu parler de vous.
La pièce semblait tourner. Ils mentent. On me tend un piège. Cassandra a consulté sa montre. La police est en route. Elena. Je ne pense pas qu'ils viennent poser d'autres questions. Je pense qu'ils viennent vous arrêter. Je ne l'ai pas fait. Ai-je murmuré, la panique montant. Elle m'a attrapé les mains. Je sais que je te crois, mais pour l'instant, il faut que nous t'emmenions en lieu sûr. En attendant qu'on trouve la solution, cours. Ça me donne l'air coupable. Être innocente en prison ne t'aidera pas. Ses yeux bleus ont soutenu les miens. Me fais-tu confiance ? J'ai hoché la tête sans hésiter. Bien, suis-moi. Cassandra m'a conduite à travers les couloirs jusqu'au parking. Nous avons pris place dans sa Subaru juste au moment où les véhicules de police s'arrêtaient devant l'entrée principale. Restez discret, m'a-t-elle ordonné calmement, dépassant la foule qui s'était rassemblée. Où allons-nous ? ai-je demandé, le cœur battant, tandis que nous prenions l'autoroute, direction Haye. Quelque part, personne ne te cherchera. Elle a tendu la main pour me serrer. Je ne les laisserai pas t'emmener, Elena. On trouvera une solution ensemble. Alors que la silhouette d'Oklahoma City disparaissait dans le rétroviseur, la réalité m'a fracassée. En quelques heures, j'étais passé de la construction d'une nouvelle vie à la fuite. Tout ce pourquoi j'avais travaillé était désormais derrière moi, et ma seule certitude était une femme que je connaissais depuis moins de 6 mois, une femme qui avait tout risqué pour m'aider à m'échapper. Ils viendront aussi te chercher, ai-je réalisé à voix haute pour m'avoir aidé. Cassandra resta déterminée tandis qu'elle accélérait sur l'autoroute. Qu'ils essaient. Nous avons roulé pendant des heures, cap au nord-est, dans une obscurité croissante. Cassandra n'expliqua pas grand-chose, se concentrant sur la vérification des rétroviseurs pour éviter toute poursuite. Je me suis blottie sur le siège passager, oscillant entre panique et incrédulité, consultant les actualités sur mon téléphone, jusqu'à ce que Cassandra me le prenne. Délicatement des mains. Ils peuvent pister ça, dit-elle en l'éteignant et en retirant la batterie. On devrait bientôt s'en débarrasser. Comment le sais-tu ? demandai-je. Une ombre traversa son visage. Je t'ai dit que j'étais détective à Oklahoma City, police, 5 ans. Tu n'as jamais mentionné ça. Certains chapitres sont plus difficiles à aborder que d'autres. Elle fit signe de sortir, indiqué seulement par un panneau de station-service défraîchi. Besoin de faire le plein et de changer de véhicule. La station était déserte, à l'exception d'un employé endormi qui leva à peine les yeux de son magazine pendant que Cassandra faisait le plein. Je me glissai dans les toilettes crasseuses, surpris par mon reflet, yeux hagards, cheveux pâles, ébouriffés. Je me reconnaissais à peine. Peut-être que cela aiderait. De retour dans la voiture, Cassandra me tendit une casquette de baseball et des lunettes de soleil. Pas vraiment un déguisement, mais ça pourrait t'aider. 20 minutes plus tard, nous empruntâmes un chemin de terre qui semblait ne mener nulle part. Les phares éclairaient une forêt dense des deux côtés. Où allons-nous ? demandai-je finalement. Une cabane, qui appartient à un ami. Hors réseau. Personne ne nous trouvera là-bas. La cabane s'avéra n'être rien de plus qu'une cabane de chasse, une pièce avec une petite kitchenette, un poêle à bois et un lit étroit dans un coin. Alors que nous entrions, le tonnerre gronda au loin. L'orage approche, dit Cassandra en verrouillant la porte derrière nous. Au moins, ça nous couvrira les traces. Elle se déplaça avec agilité dans le petit espace, vérifiant les provisions, allumant le poêle à bois, trouvant des bougies en cas de panne de courant. Je restai planté au centre de la pièce, les bras autour de moi, inutile. Tu aurais dû me laisser, dis-je doucement. Ta carrière, ta vie, tu as tout gâché pour quelqu'un que tu connais à peine. Cassandra marqua une pause, me fixant de ses yeux bleus intenses. J'en sais assez. La pluie se mit à tomber, soudain un déluge assourdissant qui tambourinait contre le toit. Cassandra me donna une chemise en flanelle pour que je me change pendant qu'elle préparait du café instantané sur le petit réchaud. Il faut qu'on découvre qui te piège, dit-elle en me tendant une tasse ébréchée. Des idées ? Je secouai la tête. Je n'ai pas d'ennemi, du moins aucun qui ferait ça. Et ton ex, Nathan ? J'y réfléchis. Il est méchant, mais pas criminel. Un éclair zébra,
suivi immédiatement d'un coup de tonnerre qui secoua la cabane. Les lumières vacillèrent une fois, 2 fois, puis s'éteignirent. Le timing était parfait, marmonna Cassandra en allumant des bougies dans la douce lueur. Nous étions assis côte à côte sur le lit, le dos contre le mur, sirotant du café tandis que la pluie fouettait les fenêtres. L'énormité de notre situation nous submergea comme l'obscurité du dehors. J'ai peur, j'ai admis. Je sais que la main de Cassandra a trouvé la mienne, mais on verra bien. Sa certitude m'a apaisée. Je me suis tournée pour observer son profil à la lueur des bougies, la fermeté de sa mâchoire, la douceur de ses lèvres. Sans réfléchir, je me suis penchée en avant et je l'ai embrassée, cherchant du réconfort, une connexion, quelque chose pour m'ancrer dans ce chaos. Elle a répondu immédiatement, sa main s'est levée pour caresser mon visage. Le baiser s'est approfondi, désespéré et affamé. Toute la peur, la confusion et l'adrénaline de la journée se sont concentrées sur ce seul point de contact entre nous. Mes doigts ont tâtonné les boutons de sa chemise tandis que ses mains glissaient sous la flanelle que je portais. La tempête dehors semblait égaler notre intensité. Alors que nous nous débarrassions de nos vêtements et de nos inhibitions, dans la lueur vacillante des bougies, le corps de Cassandra n'était que courbe douce et force cachée tandis qu'elle me plaquait contre le lit étroit. « Tu es sûre » a-t-elle murmuré contre mon cou. En réponse, je l'ai attirée plus près, cherchant la chaleur de sa peau contre la mienne. À ces moments-là, pas de statut de fugitif, pas de coup monté, pas d'avenir incertain. Juste nous, avançant ensemble, tandis que la foudre illuminait nos formes enlacées de brefs éclairs électriques. Après nous être allongés, emmêlés dans nos couvertures, écoutant l'orage se calmer, Cassandra traça des motifs sur mon épaule nue. Son toucher était doux. « J'ai une théorie », dit-elle soudain, sur qui pourrait être derrière tout ça. Je me redressai sur un coude. Qui ? Quand j'étais dans la police, je travaillais sur une affaire impliquant des cousins identiques qui escroquaient. L'un se créait un alibi tandis que l'autre commettait des crimes. Mais je n'en ai pas. Je m'arrêtai net. Attends, ma cousine Serena. On nous a toujours dit qu'on se ressemblait, mais je ne l'ai pas revue depuis l'adolescence. Cassandra se redressa. Où est-elle maintenant ? Je ne sais pas. Aux dernières nouvelles, elle avait des ennuis avec la justice au Texas. C'est tout. Les yeux de Cassandra brillaient à la lueur des bougies. Elle a dû te retrouver, voir ta vie confortable et décider d'utiliser ton identité comme couverture. La théorie était horriblement logique. Mais comment la prouver ? J'ai encore des contacts dans les forces de l'ordre qui pourraient nous aider. Elle m'embrassa sur le front. Mais d'abord, il nous faut du repos. Demain sera bien assez tôt pour commencer à riposter. Alors que Cassandra dormait à côté de moi, je fixais le plafond de la cabine. Ma vie avait complètement basculé en seulement 2 jours. Mais d'une manière ou d'une autre, allongée à côté de cette femme qui avait tout risqué pour moi, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas prévu, l'espoir. Le matin s'est levé avec une clarté crue. Je me suis réveillée et j'ai trouvé Cassandra déjà habillée, penchée sur un téléphone prépayé qu'elle avait dû acheter pendant notre voyage. Que se passe-t-il ? Ai-je demandé en tirant la couverture autour de moi, en contactant quelqu'un qui pourrait nous aider. Elle a levé les yeux. Il y a autre chose que vous devriez voir. Elle m'a tendu un journal qu'elle avait apparemment récupéré quelque part. Pendant que je dormais, mon souffle s'est arrêté en lisant le titre. La chasse à l'homme s'intensifie pour un suspect de braquage de banque. Ci-dessous, une image divisée, la vidéo de sécurité à côté de ma photo d'identité d'employé du centre d'intervention d'urgence. La ressemblance était indéniable. C'est pire, dit doucement Cassandra. L'agent de sécurité est mort hier soir. J'ai senti le sang me quitter le visage. Ils m'accuseront de meurtre, pas si on peut prouver que c'était Serena. Elle s'assit à côté de moi. Mes contacts la surveillaient. En attendant, il faut déménager. Cet endroit n'est pas sûr à long terme. Après un rapide petit déjeuner composé de conserves, nous avons rassemblé le peu que nous avions et sommes retournés à la Subaru. Cassandra avait réussi à se procurer de nouvelles plaques d'immatriculation pendant la nuit, qu'elle a installées avant notre départ. Ton ex-mari a rejoint les recherches, dit-elle alors que nous empruntions une route de campagne.
Il donne des interviews sur son inquiétude pour ton état mental, Nathan, me moquai-je. Il se fiche éperdument de mon bien-être. Il prétend que tu es instable depuis le divorce, suggérant que tu pourrais être violent. Une colère blanche et brûlante m'envahit. Ce salaud. Il kiffe ça. Cassandra me prit la main. Le téléphone prépayé vibra. Cassandra répondit, l'air de plus en plus sérieux à mesure qu'elle écoutait, compris. Merci pour le risque. Elle raccrocha. Mon contact confirme que votre cousine Serena a été libérée du pénitencier d'État du Texas il y a 3 mois. Sa dernière destination connue était le Nord, en direction de l'Oklahoma. C'est donc elle. Cette confirmation ne m'apporta guère de soulagement. La question est probablement de savoir comment l'attraper sans se faire prendre nous-mêmes. Nous avons passé les 2 jours suivants à nous déplacer dans un petit motel, payant en espèces. Ne restant jamais plus d'une nuit, Cassandra m'a teint les cheveux dans les toilettes d'une station-service. Pour remplacer ma couleur brune, elle a acheté des lunettes à verre transparent pour améliorer encore mon apparence. Le 3e matin, le contact de Cassandra rappela pour m'annoncer la nouvelle. Nathan Bell avait été aperçu en train de rencontrer une femme correspondant à la description de Serena. Ils travaillent ensemble, murmurai-je, la trahison plus profonde que je ne l'aurais cru. Mais pourquoi ? Suivre l'argent, dit Cassandra d'un ton sombre. Le règlement du divorce, peut-être, ou l'assurance. Ce soir-là, terrée dans une énième chambre de motel anonyme, Cassandra exposa ses explications. Nathan ne s'était jamais remis d'avoir perdu la moitié de ses biens lors du divorce. Je suppose qu'il a retrouvé ta cousine, découvert son passé criminel et proposé un plan, elle braque la banque, se fait passer pour toi, crée des preuves contre toi et il l'aide à valider sa version. Avec moi en prison ou mort. Ils récupéreraient probablement tout, réalisai-je, plus ce qu'ils avaient volé. Exactement. J'arpentai la petite pièce. Alors, que faire ? Le téléphone prépayé vibra, accompagné d'un SMS. Cassandra le lut, le visage assombri. Ils ont été repérés se dirigeant vers ton ancien immeuble. Nathan a apparemment encore une clé. Pourquoi irait-il là-bas ? Pour dissimuler des preuves, probablement, ou récupérer quelque chose d'incriminant. Cassandra commença à rassembler nos maigres affaires. Il faut qu'on arrive là-bas en premier. C'est insensé. Protestai-je. L'endroit est probablement surveillé, c'est pourquoi ils ne nous attendent pas. Mon contact dit que la surveillance s'est principalement déplacée vers les frontières de l'État. Le trajet de retour vers Oklahoma City fut tendu. Cassandra, les jointures de ce S-doigt blanchissaient sur le volant tandis qu'elle empruntait des routes secondaires pour éviter la patrouille routière. L'aube se levait à l'approche des limites de la ville. Cassandra s'est garée sur le parking d'un centre commercial abandonné. Bon, attends la nuit, décida-t-elle. Trop risqué en plein jour. Nous avons passé la journée blottis dans la voiture, à nous relayer, à faire la sieste et à guetter les patrouilles. Le coucher du soleil teintait le ciel d'un rouge cramoisi. Cassandra m'a serré contre elle. Quoi qu'il arrive ce soir, murmura-t-elle dans mes cheveux, sache que te rencontrer, t'avoir aidé à rentrer chez toi ce soir-là, a été la meilleure chose qui me soit arrivée depuis des années. Je me suis retournée vers elle, frappée par la vulnérabilité de son regard, Cassandra. Elle m'a fait taire d'un baiser, doux mais insistant, ses mains encadrant mon visage comme un objet précieux. Lorsque nous nous sommes séparés, la détermination était revenue dans son expression. Allons attraper ces salauds, dit-elle. À la faveur de l'obscurité, nous avons approché mon immeuble par l'entrée de service. Les talents de crocheteuse de Cassandra, un autre vestige de son époque de détective, nous ont permis d'entrer sans déclencher d'alarme. Mon cœur battait la chamade tandis que nous remontions l'escalier. À mon étage, Cassandra me fit signe d'attendre en jetant un coup d'œil par la porte. « Dégage », murmura-t-elle. Nous avançâmes silencieusement dans le couloir familier. Des voix s'échappèrent de la porte, l'une sans aucun doute celle de Nathan, l'autre féminine, mais inconnue. C'est elle, soufflai-je. C'est Serena. Cassandra me serra la main dans l'obscurité. Prêt ? J'acquiesçai, le cœur battant la chamade, tandis que nous nous préparions à affronter ceux qui avaient détruit ma vie.
Cassandra colla son oreille contre la porte de l'appartement, écoutant attentivement. Je retins mon souffle, essayant de distinguer la conversation étouffée à l'intérieur. Trouvé. Pourtant, la voix de Nathan s'impatienta. Baisse la voix. La femme, sans doute Serena, siffla en retour. Il doit bien être là, quelque part. Cassandra se recula en murmurant, il cherche quelque chose. Une idée de quoi ? Je secouai la tête, puis me figeai lorsqu'une révélation me frappa. Attends, mon disque dur de sauvegarde. Il contient tous mes relevés financiers, y compris la preuve que Nathan détournait de l'argent de nos comptes communs avant le divorce, ce qui lui donnerait un mobile. Cassandra hocha la tête. Il nous faut des preuves qu'ils travaillent ensemble. J'appellerai mon contact pour qu'il amène des renforts, mais ils sont peut-être déjà partis. Elle sortit alors quelque chose de sa poche, un petit enregistreur de l'époque où j'étais détective. Ne quitte jamais la maison sans lui. Le plan se forma rapidement. Il fallait les faire parler, avouer officiellement. Cassandra créerait une diversion pendant que je me faufilais par l'escalier de secours de la fenêtre de la chambre, un chemin que je savais que Nathan ne penserait pas à regarder. Fais attention, murmurai-je en lui serrant la main avant de me précipiter vers la cage d'escalier. Dehors, l'air nocturne était électrique tandis que je montais l'escalier de secours. Chaque cliquetis métallique semblait assourdissant, mais le bruit de la circulation en contrebas offrait une couverture. À la fenêtre de ma chambre, heureusement déverrouillée, je m'arrêtai, attendant le signal de Cassandra. Mon téléphone vibra, un simple SMS. Alors que j'ouvrais la fenêtre, j'entendis frapper violemment à ma porte d'entrée. Ce devait être Cassandra. Le timing était parfait. La police ouvre. Sa voix portait l'autorité de son ancien métier. Le chaos s'installa à l'intérieur, des pas précipités, des murmures rauques, le bruit d'objets renversés. Je me glissai par la fenêtre juste au moment où Nathan ouvrait la porte de ma chambre, manquant de me percuter. Alena, son visage se crispa sous le choc, puis se tordit en quelque chose de plus laid. « Tu es censé être en prison. » J'entrai dans la pièce, lui barrant la route. « Désolé de te décevoir. » Par-dessus son épaule, je la vis, ma cousine Serena. La ressemblance était saisissante, comme un miroir déformant qui déformait légèrement mes traits. Ses cheveux étaient coiffés comme les miens, ses vêtements étaient similaires à ceux que je portais. Elle tenait mon disque dur externe à la main. Nathan se reprit rapidement, son expression se transformant en un sourire charmeur qui m'avait autrefois trompé, Elena. Dieu merci, on était si inquiets, sauve-toi. Crachai-je. Je sais ce que tu as fait. Par la porte de l'appartement, j'entendis Cassandra frapper encore, conservant sa ruse de policière pour que les voisins ne se doutent pas de la confrontation. Le regard de Serena oscilla entre Nathan et moi, calculateur. Je t'avais dit qu'on aurait dû la tuer, dit-elle avec une désinvolture glaçante. Tais-toi, siffla Nathan. Mais le mal était fait. Je prépare mon meurtre maintenant. Je m'avançai plus loin dans la pièce, forçant Nathan à reculer vers Serena. D'abord, me faire accuser de vol et d'homicide n'a pas suffi. Le charme de Nathan s'évanouit, remplacé par une haine froide. Tu as tout pris lors du divorce, tout ce pour quoi j'ai travaillé. Tu as triché, tu as volé nos comptes. Tu mérites de tout perdre. Et maintenant, je reprends tout. Grogna-t-il en se jetant sur moi. Je l'ai esquivé, le projetant contre la commode. Serena s'est dirigée vers la porte de la chambre, mais je lui ai barré le passage. Les airs de famille ont leurs limites, cousin, ai-je dit, surpris par mon sang-froid. La police est au courant, maintenant. La peur a traversé son visage, si semblable au mien, mais teinté de malice. Ils ne peuvent rien prouver, n'est-ce pas ? J'ai fait un geste vers l'endroit où se trouvait maintenant l'enregistreur, visible sur ma table de nuit, sa lumière rouge clignotante. Cassandra avait dû le glisser par la fenêtre pendant que je les distrayais. Nathan l'a vu aussi, le visage décoloré. Sale garce, a-t-il grogné en tendant la main vers l'enregistreur. La porte de la chambre s'est ouverte brusquement. Cassandra se tenait là, ne faisant plus semblant d'être policière, mais se tenant avec toute l'autorité d'une policière. « Ne bouge pas », a-t-elle ordonné en pointant sur lui un petit pistolet que j'ignorais qu'elle possédait.
Pendant un instant de tension, personne n'a respiré. Puis Nathan a fait un bond désespéré, non pas vers l'enregistreur, mais vers moi. Ses doigts se sont refermés sur ma gorge. Alors que nous nous écrasions tous les deux au sol, des taches dansaient dans mon champ de vision. Je lui griffais les mains. À travers le rugissement de mes oreilles, j'entendis Cassandra crier. Puis Nathan disparut, emporté par Cassandra qui l'avait frappé avec la crosse du pistolet. « Cours !» hurla Serena, bousculant Cassandra et se précipitant vers la porte. Dehors, les sirènes hurlèrent plus près. Le contact de Cassandra avait finalement eu lieu. Nathan tituba sur ses pieds, du sang coulant de l'endroit où le pistolet avait percuté sa tempe. Son regard était empreint de haine pure, passant de Cassandra à moi. « Tu vas le regretter » cracha-t-il, puis se retourna et courut après Serena. « Lâche-les » dit Cassandra en m'aidant à me relever. « On a l'enregistrement et le disque dur. Ils n'iront pas loin. » Nous les avons suivis prudemment, sortant de l'appartement juste à temps pour voir Nathan et Serena dévaler l'escalier au lieu de prendre l'ascenseur. Intelligents, mais féodaux. Où vont-ils ? ai-je demandé en me massant la gorge où des bleus se formaient déjà. La réponse est venue quelques instants plus tard, un cri lointain et le bruit d'une foule rassemblée dehors. Nous nous sommes précipités vers la fenêtre, donnant sur la rue en contrebas. Nathan était en garde à vue, entouré de policiers. De Serena. Il n'y avait aucun signe. Elle a dû se séparer de lui. Murmura Cassandra. Elle n'ira pas loin, pas maintenant que nous avons des preuves. Je me suis appuyée contre elle, l'épuisement m'envahissant. Est-ce vraiment fini ? Cassandra m'a entouré les épaules d'un bras, presque. Il reste encore la petite question de te laver de tout soupçon. L'enregistreur qu'elle tenait à la main nous indiquait le chemin vers la rédemption et mon retour à une vie normale. La semaine suivante s'est déroulée dans un tourbillon de déclarations, de présentations de preuves et de procédures judiciaires. Les anciens collègues de Cassandra au sein des forces de l'ordre se sont révélés précieux, surtout après avoir entendu l'enregistrement accablant de la conversation entre Nathan et Serena. Toutes les charges contre Elena Bell ont été abandonnées, a annoncé le procureur lors d'une conférence de presse. J'ai regardé depuis l'appartement de Cassandra. Nous poursuivons maintenant Nathan Bell et Serena Carter pour braquage de banque, homicide et complot. Serena était toujours en fuite, mais Nathan avait commencé à coopérer avec les autorités, espérant une certaine clémence. D'après les rapports, il aurait tout avoué. Comment avait-il rencontré Serena ? Grâce à un programme de correspondance en prison, il a découvert notre lien familial et a ourdi un plan pour me piéger après que le divorce l'ait mis dans une situation financière précaire. « Comment vous sentez-vous » a demandé Cassandra en coupant le son de la télévision tandis que les journalistes commençaient à spéculer sur l'endroit où se trouvait Serena. Comme si je pouvais respirer à nouveau, ai-je admis en m'enfonçant plus profondément dans son canapé confortable. Mais aussi étrange que cela puisse paraître, je ne peux pas retourner à mon ancienne vie. Non, a-t-elle acquiescé en me prenant la main. Mais tu peux construire quelque chose de nouveau. Mon appartement était resté une scène de crime, alors j'étais restée chez Cassandra. Notre relation, forgée dans la crise, était maintenant mise à l'épreuve de la normalité. Pourtant, les moments banals préparer le petit déjeuner, partager le miroir de la salle de bain, se disputer pour savoir quel film regarder semblaient plus intimes que nos journées désespérées de cavale. Le directeur Miller m'a appelé 3 jours après la conférence de presse. « Votre poste vous attend dès que vous serez prêt », m'a-t-il dit. Le département vous doit des excuses pour avoir douté de vous. Je suis retournée au travail le lundi suivant. Mes collègues m'ont accueilli avec un mélange de curiosité et de respect. La femme qui avait été victime d'un coup monté, qui avait pris la fuite et qui en était ressortie innocentée était un sujet de conversation fascinant au bureau. Cassandra et moi avons gardé nos distances professionnelles au travail, même si tout le monde savait qu'elle avait joué un rôle déterminant dans ma réhabilitation. Notre version des faits était simplifiée. Elle avait cru en mon innocence et avait aidé à rassembler des preuves. Les détails de notre voyage, le chalet, le motel, les nuits passées ensemble sont restés confidentiels. 2 semaines après mon retour, l'Oklahoma a été frappé par une nouvelle catastrophe naturelle. Des inondations soudaines ont menacé les communautés le long du bassin fluvial au sud-est de la ville.
Notre équipe d'intervention d'urgence a été déployée immédiatement. Travailler aux côtés de Cassandra dans cette crise était différent de la réponse à la tornade des mois plus tôt. Nous avancions désormais en parfaite harmonie, anticipant les besoins de l'autre, communiquant par des regards et de brefs contacts. Notre traumatisme commun avait forgé entre nous une relation indestructible. Alors que nous aidions des familles à évacuer un quartier particulièrement touché, une femme âgée m'a serré la main. « Tu es la dame des informations », a-t-elle dit. Celle qu'ils ont voulu accuser du vol. Je me suis crispée, mais elle a souri. J'ai dit à mon mari, « Tu n'as rien fait. Je l'ai vu dans tes yeux à la télévision. » Les bonnes personnes expriment leur vérité à travers leurs yeux. Ces mots m'ont marqué toute la nuit, orientant les évacués vers des abris, distribuant des provisions, coordonnant les actions avec d'autres organismes. À l'aube, Cassandra m'a trouvé en train de distribuer des couvertures à une famille qui avait tout perdu. « Quelqu'un te demande », a-t-elle dit doucement. L'équipe des informations, ils veulent la femme héroïque accusée à tort. J'ai grogné. Peux-tu leur dire que je suis occupée à aider les gens ? Elle a souri. Je l'ai déjà fait. Je voulais juste voir ta réaction. Alors que le soleil se levait sur le paysage inondé, nous étions debout sur les hauteurs, observant la communauté se rassembler, des voisins s'entraidant, des inconnus se liant d'amitié à travers l'adversité. C'est pour ça que je suis devenue détective, au départ, dit Cassandra, en regardant des bénévoles distribuer du café chaud pour aider les gens quelque part en chemin, j'ai perdu ça. Je me suis appuyée contre elle, trop fatiguée pour me soucier des regards. Et maintenant, je l'ai retrouvée. Elle s'est tournée vers moi, avec quelque chose d'autre que je ne cherchais pas. Le baiser était doux, posé, rien à voir avec nos étreintes désespérées pendant notre fuite. C'était un début, pas une évasion. 3 mois plus tard, j'ai emménagé les dernières affaires que j'avais récupérées dans l'appartement de Cassandra, désormais notre appartement. Serena avait finalement été appréhendée alors qu'elle tentait de traverser la frontière canadienne, clôturant le dernier chapitre du cauchemar qui nous avait réunis. Lors de notre première nuit officielle de vie commune, Cassandra m'a conduite au balcon où une bouteille de champagne m'attendait. Vers un nouveau départ, a-t-elle dit en me tendant un verre. Et vers des détours qui mènent, d'une manière ou d'une autre, exactement là où l'on est censé être, ai-je ajouté. En contrebas, Oklahoma City scintillait dans la lumière du soir. La même ville où je m'étais sentie si perdue après mon divorce, où j'avais été traquée comme une fugitive et où je m'étais enfin trouvée. Les bras de Cassandra ont glissé autour de ma taille, ses lèvres ont trouvé les miennes dans un baiser au goût de champagne et de possibilités. Quelles que soient les tempêtes qui se présenteraient, nous les affronterions ensemble, 2 femmes qui s'étaient trouvées de la manière la plus inattendue qui soit et qui avaient construit quelque chose de vrai à partir des décombres de ce qui avait précédé.